Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, comme Tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Pour ce nouvel épisode, j'ai une conversation avec Julia Layani. Elle a un podcast qui s'appelle Conversation avant la fin du monde. Et moi, ce pourrait être un podcast qui parlerait de conversation pour le début d'un monde nouveau. J'ai hâte de vous la présenter, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà. Interview croisée que j'ai adorée. C'est la table que j'ai offerte à ma fille pour ses 25 ans. D'accord. Et ça la saoule que je l'utilise. Ah. Ce qui me saoule, parce que quand même, j'ai le droit d'utiliser les choses pour lesquelles j'ai payé, même si c'est un cadeau. Je sais que c'est dégueulasse, mais bon, voilà. Non, mais je suis exactement pareil, sachant que j'ai un autre attribut, c'est que je suis lesbienne, et que donc, quand je sors avec une meuf, je lui offre des cadeaux, mais je mets les trucs. Et la meuf pète un câble. Et ah putain, t'as ça, parce que même on a ça. Genre, garçon fille dit, ah, pourquoi t'as encore mis mon sweatshirt ou machin? Mais ouais, là, c'est pire. T'as des trucs que tu kiffes. Oui. Bah bien sûr, t'as forcément des trucs que t'as envie de mettre. Dans la relation, ça va, parce que la meuf, elle doit être généreuse et te prêter des trucs. Par contre, c'est en cas de rupture. Et en cas de parfum différent. Ah ouais, mais je mets pas de parfum. Okay, mon parfum, c'est genre mon shampoing, moi. J'aime l'odeur du genre Elseve de L'Oréal, juste propre. Mais par contre, dans ma précédente rupture, ma rupture récente, je dirais, j'ai gardé genre un sac Coperni très beau que j'avais offert à mon ex. Et bon, oui, elle avait le seum, quoi, tu vois, mais je trouvais ça normal de le garder. Mais peut-être ça se fait pas, je sais pas. C'est un peu comme les bagues de fiançailles dans les films, on voit que si finalement ils se fiancent pas, est-ce que je rends la bague ou pas, oui, quoi. Bah grave. Bah toi, ça s'est fait sur un sac, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je me dis sinon j'ai dépensé l'oseille pour rien, je sais pas. J'ai un truc, j'ai un truc avec l'oseille, hein, forcément. Bah, forcément, on va en parler de l'argent, puisque l'argent et la sexualité sont assez reliés. Oui, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Non, mais j'ai fait tu sais, moi j'ai fait tout le temps des retraites. J'ai fait une retraite sur l'argent, là. Ouais, et je me suis rendu compte, en fait, on n'a pas de problème avec l'argent, on a des problèmes avec sa famille. Voilà. Mais on va pas parler de moi aujourd'hui, puisque c'est la podcasteuse podcastée. Mais ouais, j'adore. Un peu l'arroseur arrosé. C'est super, j'aime beaucoup. D'autant que tu reviens de chez là ou le psy? La psy. Mais c'est ouf parce que en ce moment, je suis assez bien dans mon corps physiquement. C'est-à-dire que je suis assez à l'aise et je fais zéro sport. Mais en fait, je vis une période tellement intense que j'ai l'impression que mon corps, il brûle des calories sans que je fasse des squats, quoi. De joie, quoi. La joie brûle des calories. Putain, c'est ça qu'il faut qu'on leur dise aux meufs. La joie brûle des calories, arrête de te faire chier avec tes régimes. J'adore. Mais bien sûr. C'est chambé. Exactement, c'est vrai. Le régime de la joie au lieu de régime de la peau de chagrin. Non. Alors pourquoi c'était en surmenage comme ça, intellectuel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si intense en ce moment-là? Sachant qu'on va pas parler de politique dans ce podcast, le but c'est qu'on parle pas de politique, on parle que de l'intime. De toute façon, imaginons que tu me poses cette question de genre politiquement comment tu te sens, etc. Et la dernière fois, on en a parlé hors podcast, et tu m'as dit une chose, tu m'as dit en fait il faut... Enfin, je vais peut-être pas dire ce que tu as dit, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que là, je fais un espèce de déni volontaire et j'ai décidé de m'en branler. Ouais. Vraiment. Parce que j'ai beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis surinformée, évidemment, je me renseigne de ouf, hein. Je suis tout à la lettre, etc. Mais j'ai peu d'émotions à l'égard de ce qui se passe en ce moment. Par contre, j'ai beaucoup d'émotions à l'égard de ce qui se passe dans ma vie personnelle. C'est merveilleux. Voilà. Je déjeunais avec une fille aujourd'hui qui m'a dit en fait les gens sont tellement investis sur le projet politique, c'est pour éviter d'être investis sur leur projet personnel. Et j'ai trouvé ça super bien résumé en fait. T'es à fond sur les projets extérieurs parce que ton projet intérieur tu l'as un peu abandonné. Personnellement, je pense que avoir des projets c'est être vivant. Ouais. Je trouve que les gens sont extrêmement radicaux. Et en fait, toute mon intensité personnelle, elle vient de liens, de nouveaux... On peut dire que t'es tombée amoureuse ? Bien sûr, voilà. C'est d'une nouvelle manière dont j'ai envie d'appréhender mes liens sociaux dans ma vie. En anglais, on dit boundary, c'est le mot que j'utilise tout le temps, mais en français, il n'existe pas. Frontière, limite, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à toi ? Par exemple, le sac, il était à elle, mais il est redevenu à toi. Oui, parfois mais tu fais un travail comme ça, de qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je sais. Comment, dans l'avenir, quand tu re-rencontres des gens, quand tu recrées des nouveaux liens, comment tu réappréhendes ces liens
avec des sortes de mises à jour et de nouvelles frontières, de nouvelles limites que tu te poses. Et effectivement, en faisant un peu le tri dans ma vie, j'ai fait rentrer une nouvelle personne. Et ce serait pas me porter l'œil de parler de cette relation, parce que si elle se termine dans 1 heure, ce sera déjà ça de prix et j'aurais été déjà super heureuse de vivre ça. Mais je trouve que c'est intéressant de parler de l'état peut-être amoureux, qui est un état quand même qu'on ne vit pas tout le temps dans la vie. Bah surtout, par exemple, moi, je le vis quasiment jamais. Ah ouais? Bah ouais. C'est rare. C'est très rare. C'est très rare, ce moment. Et Tu sens que ça transforme quoi? Alors, tu sens que cet état amoureux, il t'amène où? En fait, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de validation de ce travail que je fais depuis 3 ans, où je me dis, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup essayé d'initier des changements dans la manière dont je suis au monde. Et là... Et dans la société aussi, parce que moi, je t'ai connue, tu œuvrais énormément pour le droit des femmes, pour œuvrer dans la société, etc., ce que tu continues à faire. Ouais. Et donc ça, c'est ce que j'appelle des mouvements un peu extérieurs. Ouais, grave. Ça parle de toi, mais ça pour transformer l'extérieur. Ouais. Et là, c'est un peu comme si tu recevais les gains de ça et que l'extérieur t'a finalement transformé. Tout à fait. Et que tu reprends le bénéfice de tous ces investissements extérieurs, en fait. C'est vrai. Et dans mes engagements, je dirais, en fait, il y a des moments, je pense, dans la vie d'un militant où t'es pas militant parce qu'en fait, tu dois militer à l'intérieur de toi. Et c'est en allant chercher à l'intérieur de toi et de multiplier des expériences personnelles qu'après, tu peux effectivement t'engager et être... militer sur des causes sociales, etc. Moi, je pense que ça sera par vague, en fait, mon militantisme dans ma vie, et ce sera ça. Il y a les causes extérieures et les causes intérieures. Et si tu vas pas nourrir l'intérieur, en fait, tes causes extérieures, tout à coup, vont nourrir quelque chose qui n'est pas nourri de l'intérieur. Ouais. Et c'est là où ça devient dangereux. Par exemple, les gens qui se servent des conflits extérieurs pour régler leurs problèmes de colère intérieure, souvent liés à une mauvaise relation avec leur père, avec leur mère, avec... tu vois, des choses comme ça. Et en fait, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que ça me dérange autant le côté très binaire et très fragmenté de la société en ce moment. C'est qu'on sent bien que la fragmentation, elle est intérieure. On ne sait plus d'ailleurs qu'est-ce qui doit être intérieur et extérieur, puisque tout ce qui est extérieur sur Instagram, etc., parle de ta vie intérieure. Donc on ne sait plus si ton intérieur appartient à l'extérieur ou le contraire. Et en fait, ça t'oblige à ne plus prendre réellement en compte d'où ça part. Ouais. Et toi, en fait, comme ça part toujours de l'amour, toi, tu es revenu à la source. Bah ouais. Complètement. Tu bois à la source. Une source. Je te dis pas la source. Alors raconte-moi, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas bu à cette source-là. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'une rencontre amoureuse, c'est pas tout à fait le fruit du hasard. Je pense que... en tout cas, c'est vraiment, ça n'engage que moi ce que je dis, et peut-être que ça ne marche que pour moi, mais je pense pas. En fait, tu ressens quelque chose d'universel dans ça, on va dire. Je pense exactement. Je pense que ça se prépare et qu'on se prépare à la rencontre amoureuse et qu'on doit faire de la place. Quand ça nous est pas arrivé depuis longtemps, en fait, c'est parce que en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est que j'avais pas forcément la place. Et cette place, je l'ai créée il y a peu. Et en fait, les bénéfices ont été assez immédiats puisque quelques mois plus tard, c'est peu quand même, j'ai rencontré quelqu'un. On peut dire, quand tu dis tu as créé la place, c'est-à-dire tu t'es mis très en danger, tu avais un boulot, tu avais une partenaire de boulot, tu avais une partenaire amoureuse, tu avais tout ça. Et puis d'un coup, tout a valsé. Ouais, et j'avais un autre partenaire avant aussi, avec un autre projet plus familial, de créer une coparentalité dans un couple d'amis. Effectivement, et ces 3 ruptures, qui sont pas forcément des ruptures définitives, c'est des gens qui peuvent revenir dans ma vie, avec qui je peux avoir des liens différents, mais en tout cas... Ni voulu forcément par toi, en fait, c'est aussi... les circonstances ont fait que, enfin, c'est pas qu'un projet, tout à coup, tu t'es dit, il faut que je fasse de la place. Ouais, non, voilà, c'est pas un projet. Un bousculement aussi de ces 3, effectivement, ruptures qui ont permis de créer une sorte de place. Et en fait, en fait, c'est comme un appel d'air dans l'avion, c'est-à-dire, quand tu fais de la place, il y a quelqu'un qui rentre, quoi. Si on est des êtres un peu sociaux, mais t'es exactement comme moi, on adore rencontrer des gens, parler à des gens, etc. Et en fait, donc ça a été assez rapide finalement. Juste après ma dernière rupture, ma grosse rupture, j'ai fait rentrer quelqu'un. Mais par contre, je veux
Je veux pas que les gens se disent que je suis une personne qui ne peut pas être seule, parce que c'est pas vrai. J'ai été célibataire assez longtemps dans ma vie. Entre ma première relation... déjà, j'ai pas eu de relation avant 20 ans. Voilà. Du tout? Bah après, bon, j'avais peut-être ce questionnement. Ouais, ta première relation, c'était avec une fille ou un garçon? Ma première relation sérieuse... Sexuelle, on va dire. Ma première relation sexuelle, c'est avec une fille. Ok. Voilà, c'est avec une fille, j'ai 21 ans. Je reste 2 ans avec elle, d'ailleurs. Bah oui, c'est beaucoup déjà. Tu vois, voilà. On se sépare. Et pendant 5 ans, je suis célibataire. Donc en vrai, je suis pas une meuf qui n'aime pas être seule. Au contraire, j'adore être seule. J'aime beaucoup être seule. Et donc, c'est un peu, en ce moment, la deuxième fois que ça m'arrive, ce sentiment amoureux assez fort qui te porte, en fait. Qui te porte dans la vie. Et là, j'ai envie de déplacer des montagnes grâce à cette énergie-là qu'on se donne mutuellement, tu vois. Cette énergie qui est l'énergie d'amour... je pense que c'est vraiment l'énergie dont chaque être humain est fait. Et en fait, le corps, puisqu'on parlait du corps au départ, ton corps peut ou laisser respirer cette énergie, c'est-à-dire la laisser être inspirée et expirer, ou ton corps est trop cadenassé par des peurs, par du rejet, par des expériences qui ont mal tourné, par du surpoids. Moi, j'estime que mon surpoids aussi me protège de cet amour. Et du coup, ça rentre pas. Mais je sais que chaque être humain, c'est pour ça que ça me fait pleurer qu'on soit à ce point-là fragmenté dans la société aujourd'hui, on est tous amour, qui est devenu corps. Mais quand tu es séparé de ton corps, tu es forcément séparé de ton amour et vice-versa. L'amour, c'est vraiment la meilleure voisine de la guerre, quoi. Tu vois, dès que l'amour est un peu froissé, ça devient de la guerre. J'ai laissé rentrer la guerre dans ma vie. Quand le conflit, là, cette guerre israélo-palestinienne a éclaté, j'ai pris la parole, j'ai machin. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté de parler de ça. J'ai arrêté, non pas de penser à ça, parce que ça, c'est un truc qui est toujours présent, mais en fait, je ne suis pas là-bas, d'accord ? Je suis là, donc créons de la paix et de l'amour autour de moi. Voilà, c'est ça ma mission sur Terre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? On a la même mission, c'est pour ça qu'on s'aime. Hein. Ouais, bien sûr on s'aime. Mais en fait, je crois que ma mission là, en tout cas actuelle, là, par rapport à ce conflit qui est très loin, qui me touche, c'est juste de faire l'amour autour de moi. Voilà. Et je fais énormément l'amour en ce moment. Et ça, c'est génial. Et je pense qu'il faut en parler aussi. Ça se fait dans le corps, en fait, l'amour. Non, et c'est ça. Alors, comment ça se fait, l'amour ? Moi, j'ai couché avec des filles, je l'ai déjà dit. Yes. Mais j'ai jamais été amoureuse de filles. Ouais. Et comment c'est l'amour entre filles, à ton avis Qu'est-ce que sans rentrer dans les détails, mais peut-être en rentrant un peu dans les détails, peut-être que ça peut aider certaines filles qui ont du mal à se dire c'est ça que j'aime, et peut-être que ça peut intéresser des hétéros qui se disent je me demande ce que c'est, puis qui vont jamais y aller, quoi. Je crois que en fait, l'amour entre filles, l'amour entre un homme et une femme, l'amour entre deux hommes, c'est la même chose. C'est le même amour, c'est le même sentiment. Moi, je suis certaine de n'aimer que les filles. Avec ton cœur, tu veux dire ? Avec mon cœur, évidemment. Amoureusement, je pense que je ne peux tomber amoureuse que de filles. Attention, je ne me ferme aucune porte, jamais, parce que je suis avide d'expériences de vie. Je sépare aussi l'amour de la sexualité, c'est deux choses très différentes. Je peux coucher avec des hommes, ça peut m'arriver, et d'ailleurs c'est des expériences qui sont plutôt agréables, sympathiques. Marrantes l'autre fois, tu m'as dit. Voilà, j'irais plus sur ce champ lexical là de pas de l'humour, mais voilà, c'est plutôt marrant. Après, je pars du principe aussi que faire l'amour quand on est amoureux, c'est exponentiel, ça développe l'acte encore plus, quoi. Donc c'est vrai que le sexe, je le préfère avec les femmes. Non, mais moi par exemple qui suis, je le sais, très hétéro pour les mêmes raisons que toi, tu te sens très lesbienne, c'est-à-dire que j'ai pu faire l'amour du sexe avec des femmes et je ne peux pas tomber amoureuse d'une femme. Je n'aime que l'énergie d'un homme pour que mon cœur s'éveille, alors que mon corps peut très bien s'éveiller avec une femme. Parce que je ressens exactement la même chose pour un homme, c'est-à-dire son énergie ne peut pas être dans mon quotidien. Mais je crois que l'amour, c'est le même. Donc l'amour entre femmes, c'est le même que l'amour entre un homme et une femme, c'est le même que l'amour entre deux hommes. C'est l'amour. Moi, j'ai été très marquée, en fait, par deux films gays, hommes, que j'ai vus assez récemment, Call Me By Your Name, et le dernier, c'était avec Paul Mescal. Et... En fait, je trouve qu'entre les hommes, il y a une tendresse, en tout cas qui est décrite dans ce film,
que j'ai jamais vu dans un film hétéro. Et ça m'a rendue hyper triste. Je me suis dit, pourquoi ils s'accordent entre eux cette tendresse à laquelle on n'a jamais le droit, ou en tout cas, pas souvent dans les films. Dans les films, tu vois, un truc d'amour entre un homme et une femme, tout à coup, il va la prendre, il va la mettre contre un mur, bien sûr. Je sais pas, il va y avoir un côté un peu animal, sauvage, et on se dit, ouais, ça se passe trop bien, quoi. Etc. De domination. Enfin, il y a un truc comme ça, alors que, tu vois, dans Call Me By Your Name, ils se regardent dans les yeux, il y a quelque chose de super tendre. Il y a une douceur d'homme entre hommes que je retrouve pas avec les femmes. Et c'est, je pense, le truc qui me rend le plus triste. Il y a une théorie féministe en ce moment qui dit que, en fait, il y a de l'amour homosexuel dans cette société qui est tout à fait au vu et au su, sauf qu'il n'y a pas de sexualité entre ces hommes-là. C'est juste que, en fait, les hommes réservent leur tendresse et leur amour à d'autres hommes sans sexualité. Et en fait, ça s'appelle presque le patriarcat. Ça s'appelle le match de foot, surtout. Voilà, exactement. Moi, on m'a dit, en fait, le stade de foot, c'est le seul endroit où les hommes peuvent exprimer leurs émotions. Ils peuvent se prendre dans les bras, se crier dessus, pleurer, hurler, rire. C'est ouf. Et si deux mecs se prennent dans les bras dans un stade de foot, ils sont pas gays. S'ils le font en pleine rue après avoir pris un café, ils vont être traités de gays. Bien sûr. Et en fait, c'est l'exutoire, c'est dingue, c'est l'exutoire émotionnel des hommes, ce serait le stade de foot. Et moi, ce qui me rend triste, c'est qu'on n'a pas d'exutoire émotionnel pour femmes. On n'a rien qui représente ce que représente un stade de foot pour les hommes, quoi. Alors nous, je pense que c'est inverse, c'est-à-dire que les femmes sont poussées à avoir une sexualité entre elles, mais pour amuser les hommes. Donc dans le porno, tu vois, quand on parle... Enfin, moi, j'ai beaucoup étudié les textes sacrés, Zarma, tu vois. Et en fait, dans les textes sacrés, notamment dans la Torah, qui est le premier texte sacré et qui initie tous les autres, on parle de l'homosexualité masculine, mais pas de l'homosexualité féminine. Comme si... On en parle comment de l'homosexualité masculine ? En mode, c'est une abomination, c'est un péché, deux hommes ne peuvent pas forniquer entre eux. D'accord, et ils disent pas ça pour les femmes. Ils ne disent pas ça pour les femmes. Alors que dans les lois, je dirais les 613 lois de Moïse, donc le livre des lois, Moïse, en fait, finalement, définit des interdits et il met toujours une partie homme, une partie femme. Et en fait, la sexualité homosexuelle est la seule catégorie où les femmes n'existent pas. Donc c'est comme si on disait aux hommes, ne forniquez pas. Par contre, les femmes, ça peut nous amuser. Cool, c'est sympa, au passage, ça peut nous faire kiffer. Donc en fait, je trouve que nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des endroits où on est obligé de faire du sexe entre nous pour amuser les hommes. Et par contre, dans la société, deux femmes qui s'aiment, ça dérange. Tu trouves que ça dérange encore aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est de ça ? Parce que moi, je me rends pas compte. Il y a peut-être Paris et la province où... Je pense que c'est toujours la même chose. C'est une question de représentation. Quand Scarlett Johansson et Penélope Cruz s'embrassent dans la chambre noire dans Vicky Cristina Barcelona, on applaudit, on trouve ça tellement sexe. Et moi, la première, je pense que c'est mon premier réveil lesbien. Mais par contre, quand ces deux femmes qui ont une apparence un peu plus masculine, les cheveux courts, qui ne rentrent pas dans des catégories de beauté féminine... mannequin, quoi. Voilà, et puis surtout initiées par les hommes, là, ça te dérange. Là, on se dit, mais ça dégoûte, c'est deux bizarre, camionneuses, c'est pas bien. deux brotteuses de teint, bon, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Elle joue aux hommes, tout ça. Donc, Les femmes, comme les hommes, le reprochent, par exemple. Moi, j'ai tendance à pas avoir aimé rentrer dans les codes de la mode, mettre des talons. Vraiment, quand je m'habille en fille, je sens que je me déguise un peu. Marcher dans la rue le soir, j'ai pas envie d'être en talons. Enfin bon, du coup, c'est pas les mêmes silhouettes. J'ai toujours une silhouette un peu garçon, blouson, basket, jean, quoi, tu vois. Et je sens que quelque part, il y a une admiration que j'ai pas à cause de ça, du côté des femmes. Et des hommes, bien sûr, mais les hommes, je suis habituée. Du côté des femmes, parce que moi, justement, j'aime ça chez toi. Bah oui, mais parce que toi, t'aimes les femmes. Ouais. Mais en moi, tu vois une femme. Ouais, bien sûr. Je suis pas sûre que les autres femmes voient forcément une femme. Parce que je rentre pas dans les codes de la chemise ouverte comme il faut, parce que le surpoids, parce que les baskets tout le temps, parce que, tu vois, il n'y a pas... je sais pas. En tout cas, c'est peut-être moi qui crois ça et j'en suis... Ou en tout cas, les femmes qui peuvent aimer ça, qui peuvent se voir aussi en toi, en ce genre de, comment dirais-je, d'être au monde, n'ont pas l'espace de pouvoir dire que c'est stylé, en fait, d'être comme ça, tu vois. Non, mais moi, souvent, quand je m'habille un peu en robe, belle, comme j'ai fait à Cannes, par exemple, on me dit, c'est dommage, ça va si bien. Mais...
Tu vois ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah, ça veut dire c'est dommage que tu fasses pas plus la femme. Et je le pense intérieurement, j'en suis encore là à l'intérieur de moi. Je me dis, c'est vrai, c'est dommage de pas jouer de ses attributs. En plus, dans pas longtemps, je serai peut-être vieille, cheveux gris, et je pourrai plus du tout marcher, ni en basket, ni en talons, ni en rien. Donc je me dis, oui, c'est dommage de pas en profiter, mais c'est vrai que le confort l'a toujours emporté chez moi, même quand j'étais jeune et que je pouvais marcher encore un peu en talons. Ouais, ok. Toi, t'en mets des talons ? Alors moi, je pense c'est que quoi ton vraiment... rapport moi, mon dernier endroit... Au vestiaire dit féminin, très bonne dominatrix. Moi, je suis un peu en mode tous les jours, pareil, basket, jean, blouson, voilà. Et super Teddy. Voilà. Même si j'adore la mode, j'aime beaucoup m'habiller, mais j'aime m'habiller comme j'aime m'habiller, j'aime pas m'habiller comme je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Le dernier endroit, je pense, où je dois mettre des talons et une jupe ou une belle robe, c'est les mariages. Ouais. Donc, tu vas quand même habiller comme ça ? Ouais, j'y vais. Ouais. J'y vais parce que ça me plaît aussi de, une fois par an, rentrer dans ce code-là. Je suis pas la lesbienne qui va mettre un costume pour aller à un mariage, même si je les trouve méga sex, celles qui font ça, et c'est trop cool. Mais je suis pas cette go-là. Et au contraire, peut-être que voilà, mon dernier endroit d'hétérosexualité, c'est quand je vais à un mariage. Parce que ça reste un code hétéro, en fait, le mariage. Complètement. Peut-être que du Bien coup, sûr. Tout à fait. Ça infuse ce code-là, quoi. Ouais. Mais, je trouve que ça évolue énormément. Hein. Après, la mode reste quand même un milieu dominé et dirigé par les hommes gays. Les hommes homosexuels, c'est eux qui... Je me rends pas compte de ça du tout. Parce que... les DA de grandes marques, c'est des gays, en fait. Ah ouais. Donc, il y a une vision quand même un peu gay-gaze de la mode dans le monde. Voilà. Donc, on s'habille comme les hommes gays, que j'aime profondément, veulent qu'on s'habille. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça non plus. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette série sur Karl Lagerfeld qui s'appelle Becoming Karl Lagerfeld, qui est vraiment géniale sur Disney+, où le gay gaze, le regard homme gay, est parfaitement exécuté et c'est hyper intéressant. J'ai essayé, moi j'ai acheté, du coup je me suis abonnée à Disney pour voir la série et sur mon Disney, il n'y a pas la série. Je pense que j'ai acheté le mauvais Disney. Ah bah ouais, non. La moindre galère, j'abandonne tout de suite. Alors que, par exemple, sur un film... si on me dit non, je rentre par la fenêtre. Si la fenêtre, elle se ferme devant moi, je rentre sous la porte. Et dans la boîte aux lettres. Un film, si j'ai décidé que je le ferais, je vais le faire. T'as eu des grosses galères sur des tournages, des trucs un peu ouf qui t'est arrivé? Non, j'ai eu l'actrice qui pouvait plus jouer pendant 2 jours et il fallait absolument qu'on termine le tournage. Et du coup, j'ai fait jouer toutes les scènes de dos par quelqu'un qui avait à peu près les mêmes cheveux. Non. Ouais, et j'ai tout mis sur sur son partenaire, quoi. Ouais. J'ai eu des galères comme ça. On a des galères. Mon premier film n'a été qu'une galère, en fait. Ah ouais. Ça s'appelait Ainsi soit-elle. Personne ne le sait, ça. C'est vraiment mon film de derrière les fagots, Ainsi soit-elle. Là, j'ai eu beaucoup de galères. Et en plus, comme j'étais si intelligente, j'avais mis mon salaire en participation. Donc, en fait, j'ai touché 0 pour bosser 2 ans sur un film qui a rapporté 0. Et je me suis dit plus jamais ça. Et je pense que c'est ça qui m'a formatée pour derrière me dire je veux faire. Le cinéma, malgré tout, c'est beaucoup d'argent et il faut que ce soit un succès. Ouais. Et je suis en train de lâcher un peu cette idée de mon travail doit rapporter de l'argent. Si je vais au restaurant, je peux pas commander si je sais pas combien ça coûte. J'ai ce rapport-là à l'argent. Attends, tu vois, c'est-à-dire, tu sais, il y a des cartes pour femmes. Ouais, où il n'y a pas les prix. Moi, je peux pas commander. C'est comme si j'avais plus de cerveau. Ouais. Je peux plus commander si je sais pas combien ça coûte. Ah oui, ouais. Tu vois. Ouais. Et donc un film, si on me donne 5 millions pour le faire, 10 millions pour le faire, il faut que les gens ils perdent pas d'argent. Sinon, je me sens trop mal. Et en fait, maintenant, j'ai plus envie d'être dans ce rapport-là. J'ai envie d'être dans un rapport où je me dis que le projet trouvera son économie et c'est pas mon problème en fait. C'est le problème des gens qui investissent. Ouais. Bon, je me sens encore un peu responsable et coupable de cet argent. Je sais pas comment tu te sens, toi, par rapport à ça. Justement, j'allais te poser la question sur... Tu as fait un stage, donc tu m'as dit de... D'argent sur l'argent. Ouais, sur l'argent. Donc, une série de conférences, etc. Et tu m'as dit, voilà, l'argent, c'est ton rapport à ta famille. Ouais. Grosso modo, on a fait 2 cases. On a fait la case « Imagine ta vie rêvée avec l'argent ».
Genre, imagine, tu prends, 50 000 balles par jour, quoi. Le Graal. Okay. Tu t'imagines, c'est quoi ton Graal par rapport à l'argent? Il y a des gens, c'est je vais gagner 200 000 balles par an. Il y a des gens, c'est je vais gagner 2 milliards par an, quoi. Tu vois, bon, mais ça dépend, mais chacun son Graal. Et puis, de l'autre côté, c'est quoi ta misère? Et moi, ma misère, c'est d'avoir tous les jours, et encore aujourd'hui, à mon âge, à lutter pour gagner de l'argent. Ouais. Pour moi, je trouve ça vraiment... Ça me déprime rien que de dire la phrase. Je sais pas, tu vois, pour toi, ce que c'est, mais bon. Non, mais et donc, d'un côté, c'est l'argent vient à moi facilement, j'ai rien à faire et c'est merveilleux, j'ai toujours assez d'argent. Et de l'autre côté, c'est il faut que je lutte pour gagner de l'argent. Et puis, bref, je te ferai le test. Grave. Mais la nana qui nous a fait ça, elle nous a montré qu'en fait, on a des croyances à l'intérieur de nous qui sont limitantes. Des croyances limitantes. Et ma croyance limitante à moi, normalement, je ne dois pas trop parler de ce stage. Ah mais bon c'est vraiment... Ouais, mais c'est c'est pour confidentialité. Mais là, c'était vraiment... Je parle que de moi. Ma croyance limitante à moi, c'était lutter me rend heureuse. Parce que si je lutte pas, c'est que je suis morte. C'est horrible de porter ça dans mes cellules. Oui, bien sûr. Tu vois, et surtout que la cellule est une prison. Ne l'oublions pas. Waouh. Comment sortir de cette prison de la croyance limitante? Tu dis, la vie... Donc moi, je le dis en anglais, j'adore « life provides ». La vie m'apporte ce dont j'ai besoin. Et tout à coup, au lieu d'avoir comme mantra intérieur « lutter me rend heureuse », je transforme par « la vie m'apporte ce dont j'ai besoin ». La vie me donne ce dont j'ai besoin. Et une fois que toutes tes cellules ont engrammé le fait que la vie t'apporte ce dont tu as besoin, tu surfes sur la vague, t'es plus en train de lutter, quoi. Et puis surtout, tu génères une confiance. C'est vraiment le moteur de tout, la confiance. Et je pense que tu dois le ressentir aussi. L'énergie d'amour que tu ressens, c'est une énergie de confiance. Ouais, il y a la confiance et la complicité aussi, qui est très important pour moi. La complicité, c'est vraiment me sentir parfaitement à l'aise avec l'autre et pas juger. Et confiance et non jugement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai cette petite histoire. Pour moi, on s'est fait éjecter du paradis, pas parce que on a mangé la pomme, mais parce que tout à coup, quand Dieu est revenu, il a dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et ils ont eu honte, ils se cachèrent. Et donc Et Dieu les a renvoyés parce qu'en fait, ils ont eu peur d'être jugés. Et en fait, c'est même pas le jugement, c'est la peur d'être jugé qui fait de toi que tu sors de ton paradis. Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Mais c'est même pas le jugement, parce que moi, maintenant, aujourd'hui, si on me juge, ça, en fait. Je m'en fous. Ouais. Mais c'est quand t'as peur d'être jugé que tu peux plus vivre. Ouais. Ou en tout cas, toi, que ça t'a mal. libéré, moi, justement, j'ai cultivé, mais je dis pas que ces personnes sont des mauvaises personnes, attention, mais j'ai cultivé des relations avec des personnes extrêmement jugeantes, mais moi-même, j'étais aussi jugeante, parce que... peut-être que ça vient effectivement de mon éducation, etc. Ça permet d'être du bon côté de la barrière, de juger, toujours. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, et peut-être que ça vient d'une éducation où, effectivement, mon père... j'étais toujours en pression de savoir, d'avoir son avis, sa validation, etc. Parce que c'est quelqu'un qui est très jugeant. Qu'est-ce qui se passait si ton père te jugeait mal ou jugeait mal quelque chose ? C'était la fin du monde, puisque... C'est-à-dire il était violent ou il était... Oui, c'est quelqu'un de relativement violent, non pas physiquement, mais psychologiquement. Et tu te ressentais comment à ce moment-là, quand tu fais face à ce moment de violence ou de ce moment de jugement ? Ah non, mais alors moi déjà, en fait, j'étais une enfant que quand on me disputait, je me tétanisais. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas... crier, j'ai jamais été une enfant qui faisait des caprices par exemple ou des choses comme ça, je me tétanisais. Donc tétaniser, ça veut dire que le corps se referme complètement, les cellules deviennent vraiment une prison. Et donc c'est pour ça que quand tu as parlé du corps tout à l'heure, c'est une libération de ce jugement. Non mais c'est exactement ça. Et hier soir, donc c'est pour ça que je disais que je suis dans un moment très intense, hier soir, on m'a un peu engueulée. C'est-à-dire j'ai eu une conversation avec une personne qui m'a jugée, qui m'a un peu rouspétée, de manière totalement injuste d'ailleurs, et je suis assez fière de moi d'avoir réagi de la bonne manière et de lui avoir dit ce que je pensais et de ne pas avoir été tétanisée ou de ne pas avoir eu peur. Et c'est un peu la première fois que ça m'arrive et c'est vraiment génial parce que c'est une expérience super intéressante à vivre de se dire en fait je fais un travail qui récolte ses fruits et c'est totalement le genre de situation dans laquelle je récolte, enfin j'ai l'application de cette récolte de fruits et je suis en mode je vais pas du tout me laisser faire en fait. Et tu te laisses pas faire mais pas en mode violent, tu te laisses pas faire parce que ton corps
ne s'est pas tétanisé. Ouais, tout à fait. En fait, tu as pu ressentir, grâce à l'énergie d'amour que tu portes en toi en ce moment, que ton corps est plus ouvert par l'énergie d'amour que par la peur du jugement. Tout à fait. Et j'ai une croyance aussi, j'ai beaucoup fréquenté des gens qui me ressemblaient ou qui étaient un peu les mêmes. Dans un certain milieu, dans un milieu qui était très homogène, où il y avait peu de différences. Et là, comme j'ai initié plusieurs ruptures dans ma vie, j'ai fait rentrer d'autres gens très différents. Je suis sortie un peu de ces milieux et de ces écosystèmes. Et notamment cette amoureuse qui est dans ma vie aujourd'hui est assez différente de moi, même si on a des valeurs communes, on a plein de trucs en commun forcément. Mais elle est hyper différente, elle a grandi dans un endroit différent, elle a des amis qui pensent différemment des miens. Et ça, c'est une super richesse. Et je pense que ma réponse à la violence qu'il y a aujourd'hui dans la société, c'est l'amour entre deux personnes différentes. C'était le titre de mon premier livre, en fait. Ça s'appelait « La guerre de toi n'aura pas lieu ». Ouais. Parce que vraiment, pour moi, la guerre extérieure démarre avec la guerre dans l'intime. Et en fait, la guerre dans l'intime, même si c'est avec ta meilleure amie ou quelqu'un de proche, en vrai, ça démarre au fond de toi. Entre 18 et 25 ans, je fréquentais quand même mes potes, etc. C'était quand même des personnes assez sexualisées, qui avaient une sexualité, qui avaient beaucoup de sexualité. Genre à la Tinder, un soir, un soir, etc. En boîte, en rencontre, en truc. J'ai toujours été dans des teams de potes assez sexualisés et qui avaient une sexualité assez présente. Moi, j'ai eu une sexualité vers l'âge de 20 ans. Et lorsque j'ai découvert la sexualité, j'avais une sexualité super active. Et ensuite, quand je me suis séparée de mon ex, j'avais une sexualité plutôt beaucoup moins active. Je suis pas fanasse des coups d'un soir, etc. J'ai déjà fait et tout, mais c'est pas ce qui me fait kiffer. Par contre, quand je suis amoureuse et quand je kiffe la personne, je suis très active, quoi. C'est marrant, on est très, très différentes. Moi, en fait, je suis OK pour un soir et après, ça me fait trop peur. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi, ça me fait trop peur. J'ai peur de l'intimité. C'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que je ne comprends pas l'intime. J'en rêve, je le veux, je le ressens. Mais j'ai peur de l'intime. J'ai trop peur. Pourquoi ? J'ai peur parce que je sais que je risque de disparaître. J'ai peur de disparaître. Ah bon ? Ouais, j'ai peur que l'autre me fasse disparaître. Je pense que c'est ça. J'ai envie de te poser la question de qui t'a fait disparaître, etc. Puis tu vas pas rentrer là-dedans, c'est mes parents, bien sûr. Grosso modo, c'est pas dur. Hein. Mais t'as pas peur d'apparaître, surtout ? J'ai l'impression que je ne peux apparaître que seule. Et alors, où est-ce que tu apparais dans le monde ? Quand est-ce que tu apparais, plutôt ? J'apparais auprès de mes amis, auprès de mes enfants, auprès des gens. En fait, j'ai pas de problème à apparaître auprès des gens que j'aime tant que je fais pas l'amour avec eux. Et si je fais l'amour avec eux, j'ai peur qu'ils me broient et qu'ils me détruisent. C'est chiant, comme maladie. Problème. C'est un peu chiant. D'accord. Du coup, je suis pas souvent en couple, quoi. Il y a des bénéfices à ça, quand même ? Le bénéfice, c'est que personne te fait chier. Ouais. Et que tu peux mener à bien tes projets comme tu l'entends. Ouais. Le bénéfice, c'est que du coup, c'est toi qui peux changer les chaînes de ta télé quand tu veux aussi. Hein. Ça, c'est quand même un énorme bénéfice. Tout à fait. Après, évidemment, c'est terrible parce que je suis dans une solitude que j'adore. Donc, c'est un oxymore, quoi. C'est un oxyvie, plutôt. Oxyvie. Très bien. Moi, c'est l'inverse. Ouais, je sais. C'est ça qui est beau entre nous. C'est que vraiment, on est très inversés en étant complètement pareil. Complètement. Je me sens bien seule. Mais quand je trouve un bon partenaire de vie, je le lâche pas. Ou en tout cas, je le lâche dans longtemps. Et je m'épanouis beaucoup dans le duo. Dans le duo, j'ai vu. Ouais. Tu as fait un duo magnifique. C'est comme ça que je t'ai rencontrée avec Élise. Ce qui est drôle, c'est que moi, mon premier prénom, c'était Élise. C'est ouf, ça, quand même. Et puis, mais en vrai, mon prénom, c'est Lisa. Et en fait, moi, j'ai peur du duo. J'en rêve, mais j'en ai peur. Et toi, tu ressens que le duo, c'est ça qui va... protège. Le duo me protège, il m'apporte. Oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire, le duo me protège. Ça va être mon nouveau mantra. Ouais, oui. Et puis, j'ai besoin... j'admire tout le temps la personne qui est à mes côtés.
T'as pas peur qu'elle te fasse du mal? Non, j'ai pas peur qu'elle me fasse du mal. On se fait tous du mal à un moment en réalité, parce que les êtres humains sont comme ça, j'ai l'impression. Mais si on a peur que les gens nous fassent du mal, bon, il faut quand même faire un petit casting de... Le casting de nos vies nous reflète quand même, tu vois, un peu nos personnalités. Moi, je suis toujours effectivement attirée par des personnes avec de très forts caractères, qui me drivaient beaucoup, qui étaient extrêmement drôles, qui étaient vraiment... les bouts en train d'une salle. Quand ils rentrent dans une salle, on les voit, on les trucs. C'est les moi, séducteurs. Ça. Moi, je fais partie de ces gens-là, je sais. Mais j'aime bien ça. Et j'aime ces gens-là, mais ces gens-là, en général, ils te laissent tomber, quoi. Non? Est-ce que je les laisse pas tomber avant qu'ils me laissent tomber? Ah, c'est ça qu'on sait pas. C'est une bonne question. Mais j'ai remarqué aussi que la peur de l'ennui, pour moi, c'est quelque chose... En fait, je crois que je préfère souffrir que m'ennuyer. Ouais. Et ça bien sûr. Ouais, mais c'est nul. On ne sait pas faire ça. C'est pour ça qu'on est drôle, qu'on est tout le temps dans l'humour, qu'on a envie de faire des projets drôles. Enfin, toujours intelligent, mais il y aura toujours de l'humour dans ce qu'on va faire. Parce que... Moi, je peux pas tomber amoureuse de quelqu'un qui est pas drôle. Impossible. Mais c'est un problème quand même. Tout le monde n'est pas drôle. Oui, mais... Ça élimine 80% de la planète. Hein. Ouais. Bon, il reste 20%, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ouf. Mais moi, mes duos sont... Enfin, mes précédents partenaires de duo sont les personnes les plus drôles de France, je pense. Ils sont humoristes. C'est... Waouh. Des barres de rire, des larmes de rire. C'est ça que j'ai dit quand ma mère est morte et que j'ai fait le discours. J'ai dit, ma mère m'a donné beaucoup d'humour. C'était ma manière de dire qu'elle m'avait pas donné d'amour, mais que c'est vrai, mes deux parents, tu vois, moi, dans le catalogue Panini, j'ai choisi... beaucoup d'humour. J'ai dit ok, il y aura pas d'amour. Est-ce que vous pouvez au moins me donner l'humour? Et les deux, c'était un concours de drôlerie et ils avaient énormément d'humour. Mais non. Ah ouais, ta mère a beaucoup d'humour? Beaucoup d'humour, ma mère. Okay. Très cool. Il faut que tu regardes l'interview de Raphaël Misrahi sur ma mère. Grave. Je pense que c'est la meilleure interview de Raphaël Misrahi ever, la meilleure. J'ai choisi personnellement d'aller sur le chemin du bonheur et de l'équilibre et de l'alignement, ce qui est un gros taf, hein. C'est pas facile du tout. Mais par contre, c'est génial. Et est-ce que tu as inclus ton vagin dans ton alignement depuis que je te l'ai dit? Je le sens énormément, mon vagin, parce que comme je te le dis, je suis très active sexuellement en ce moment. Et donc, mon vagin est sollicité énormément. Et ça change les choses. Mais enfin, ça change la vie. Ça change la vie. C'est pour ça que je te disais ça l'autre fois. C'est pour ça que même, moi ça je le dis pour ceux qui voudront bien écouter ce podcast, même si t'es seul, il faut solliciter ce vagin, même sans forcément mettre des doigts ou des godes ou des trucs comme ça dedans, mais juste en faisant des contractions, des respirations, déjà tu remets de la vie à cet endroit-là. Et ton énergie, elle part vraiment de là. Et dans la journée, t'es assis en face de quelqu'un, tu fais 2-3 petits pressings là, et hop, et tout à coup, t'es complètement aligné. Voilà, je le fais pendant que je te parle. J'en ai rien à foutre. On est toutes les deux. Je suis en train de le faire là. Bien sûr. Ouais. Ok. Voilà. Et là, tout à coup, tu reviens avec toi. J'aime bien, c'est Louis Sanza qui dit dans son livre La Voix du sentir, il dit « Le monde n'a pas besoin de toute votre attention. Restez toujours un peu connecté à vous-même. » Et ça, c'est une super petite... une super manière de rester connecté à soi-même. C'est que tu fais 2-3 petits squeezes comme ça. Oui, c'est vrai, Les mecs, les pauvres, on les voit souvent, ils se touchent la bite quand ils te parlent. Tu disais dans un précédent podcast avec une sexologue américaine que on n'apprend pas aux enfants à comprendre leur corps. Au contraire, on leur dit reste assis même si tu as envie de bouger, va pas pisser parce que c'est pas l'heure, enfin des trucs comme ça. Tu parlais aussi des toilettes à l'école. Des toilettes sales, ça c'est des toilettes qui ferment pas, tout ça c'est des choses qui indiquent à l'école que ton corps c'est vraiment la deuxième roue, la millième roue du carrosse. Et d'ailleurs, on te dit bien que tu conduis même pas un carrosse et que bref. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que de choisir le bonheur, c'est dur. C'est un engagement. Ouais. Parce que je vois beaucoup de militants, mais ils choisissent pas le bonheur. Ah bah non. Bah oui, mais c'est ça. Être militant aujourd'hui, je trouve que c'est choisir le bonheur. Yes. Oui. Vas-y, mais bien sûr le bonheur. C'est ça qu'on milite. On sait pas. On milite. Comment on peut faire le symbole de...
Mais tu sais, moi j'ai dit, il est où le bonheur? Il est où? Il est dans ton périnée. Let's go. Let's go. On y va. Allez. Yes. Merci ma vie. Merci ma vie. C'est toi ma vie. Je t'aime. Moi aussi. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azuelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.